Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de tutos sur Kotlin. Kotlin, c'est un langage de programmation qui a été fait pour moderniser Java, pour le rendre plus simple. Et c'est un langage de programmation développé par JetBrains. JetBrains qui font IntelliJ et surtout Android Studio. Donc il y a quelques jours, Google a annoncé que Kotlin allait être officiellement supporté par Android. Donc en annonçant ce support, Google va aussi prendre part au développement de Kotlin, qui avance déjà pas mal en temps normal, mais là ça va permettre d'avancer encore plus vite. Donc Kotlin, c'est un langage qui se compile pour la JVM, mais qui aussi permet de transpiler du JavaScript. Et dans un avenir proche, Kotlin nous promet de pouvoir faire des fichiers binaires, donc des exés pour Windows, des bin pour Unix, et j'en passe et des meilleurs. Bon, pour l'instant, c'est vraiment à l'état expérimental et on ne peut compiler que sur quelques plateformes, notamment macOS, Ubuntu, Raspberry Pi, donc surtout des plateformes sur une base Unix. Mais a priori, dans un avenir relativement proche, on pourra compiler sur la plupart des plateformes, dont Windows. Mais bon, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la version de Kotlin pour la JVM. Donc ici, moi je vais utiliser IntelliJ IDE en version Community, qui est la version gratuite et qui est largement suffisante pour faire du Java, de l'Android, du Kotlin. Donc pas besoin de se fendre d'une version payante. La version gratuite sera largement suffisante pour nos besoins. Pourquoi j'utilise IntelliJ? Tout simplement parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser cette IDE. En plus, quand vous l'installez, Kotlin est déjà livré avec, donc pas de souci. Le seul truc que vous avez à avoir sur votre bécane, c'est un JDK d'installer. Tout le reste, c'est fourni avec. Donc, pour ceux qui voudraient utiliser Kotlin avec Android Studio, il faut savoir que Android Studio, c'est ni plus ni moins que IntelliJ IDE avec des plugins en moins et les plugins Android en plus. Vous prenez IntelliJ, vous rajoutez les plugins Android, c'est Android Studio. C'est ce que j'ai fait moi. Donc dans Android Studio, vous pouvez installer les plugins Kotlin et ils seront directement intégrés à la version 3 de Android Studio, qui doit être a priori disponible en pré-release ou un truc comme ça. Mais si vous avez déjà un Android Studio, pas la peine de tout virer pour mettre une pré-release qui est peut-être un petit peu encore bancale. Simplement vous rajoutez les plugins Kotlin et ça devrait marcher comme sur des roulettes. Pour ceux qui voudraient utiliser d'autres IDE, voire utiliser du Vim sur Ubuntu par exemple, je ne sais pas, Kotlin est disponible sur la plupart des IDE. Il existe même en compilateur indépendant qu'on pourrait installer sur un Linux par exemple, pour pouvoir compiler en ligne de commande. Bon, ici moi je vais utiliser IntelliJ. Maintenant, si vous voulez utiliser autre chose, renseignez-vous, il y a sûrement un plugin pour l'IDE que vous utilisez, que ce soit Eclipse ou NetBeans. Il y a sûrement un plugin qui vous permettra de faire du Kotlin. Donc j'ai lancé IntelliJ IDE, on va créer un nouveau projet, donc Create New Project. Voilà. Alors on va sur Kotlin. Ici, on voit qu'on peut faire du Kotlin transpilé en JavaScript ou pour la JVM. Donc nous, on va choisir la JVM. On va faire Next. Ici, je vais appeler ça, moi, Kotlin Tuto. Vous l'appelez comme vous voulez. Pour le SDK, moi, j'utilise un Java 1.8. Avec un 1.7, ça passe aussi. Je crois qu'on ne peut pas descendre en dessous de 1.7. Pour ce qui est de Java 9, alors là, ça reste la grande inconnue. On ne sait même pas si le Java fonctionnera sur Java 9. Donc bon, pour l'instant, on va rester sur le SDK courant. Donc voilà. Et là, j'ai mon nouveau projet. Voilà, il s'ouvre. Donc, dans le dossier SRC, on va tout de suite créer un nouveau package, histoire de faire les choses à peu près propres.
Voilà. Et dans ce nouveau package, on va faire un new Kotlin file. Donc ici, on a plusieurs choses, des classes, interface, enum, object. Nous, on va choisir file, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de différence entre tout ça. Simplement, si vous faites un fichier classe, il va automatiquement vous créer une classe dedans du même nom que le nom du fichier. Vous pouvez très bien faire un fichier Kotlin file et puis mettre une classe dedans. Ça ne pose aucun problème. Donc, je vais l'appeler main. Ok, c'est parti. Donc, on voit ici qu'il m'a tout de suite mis le package main en en-tête. Le point d'entrée va être une fonction main et non pas une classe. Ça va être la fonction main qui va être le point d'entrée de notre programme. Donc ici, on va faire... Alors, sur IntelliJ, avec l'autocomplétion, on a juste à faire main, vous voyez. Et ici, il me propose la fonction main. Donc, ok, voilà. Donc, on voit quand même que c'est beaucoup moins verbeux qu'en Java. Fonction main, tac, 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 voilà. Donc ici, on a une déclaration de fonction, fun main, et les arguments qui sont un tableau de string. Donc on va tout de suite commencer par le traditionnel Hello World. Alors, hop, voilà. Donc avec l'autocomplétion, on nous propose soit print, mais moi je vais utiliser println. Hello World. Donc la différence entre print et println, c'est que print va afficher simplement à l'écran et println lui va faire un retour ligne à la fin. C'est-à-dire que si vous mettez deux prints l'un derrière l'autre, tout va être mis bout à bout sur la même ligne. Alors que deux println l'un derrière l'autre va être affiché ligne par ligne. Sachant qu'il y a aussi un printf qui permet de faire du formatage de string. Mais avec l'interpolation de string, on s'en sert moins. Donc, println hello world. Ici, on voit que ce n'est pas configuré. Alors, pas de panique, on va pas s'embêter du tout. On va simplement faire un clic droit sur main. On va faire run. Voilà. Il mouline. Alors après, ça ira plus vite, hein, mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, le temps qu'il charge tout, c'est toujours un petit peu plus long. Et voilà, hello world. Donc, commençons par voir comment déclarer des variables. Alors, pour déclarer une variable, il y a plusieurs solutions. Alors, on utilise le mot-clé var. Donc ici, ma variable. Deux points et le type de variable. Donc ici, ça va être un type string. Égal hello world. Alors, donc ici, hop, je mets ma variable, ok. Et voilà, on a le même résultat. Donc ici, j'ai typé statiquement ma variable. Donc je lui ai dit que c'était un type string. Maintenant, on n'est pas obligé de le faire. On peut laisser, comme en Python ou en JavaScript, on peut laisser le compilateur définir le type de la variable. Et donc si je relance, hop, on voit bien que ça ne pose absolument aucun problème. Donc ici, donc les types sont les mêmes que en Java. Donc on a, alors, je vais créer un commentaire pour pas que ce soit trop le bazar. Donc on a le byte, le short, le int, le long
le float et le double. On a aussi le char et le string. Donc comme en Java, ça correspond à ici 8 bits. Ici 16 bits. Ici 32. Le long 64. Le float 32 bits et le double 64 bits. Donc voilà pour les types de base. Donc voyons un petit peu comment le compilateur gère son affaire. Alors, ici, si je mets voilà, donc je crée une variable à laquelle j'assigne la valeur 1. Alors ici, ce que je vais faire, voilà, je vais appeler la méthode JavaClass. Donc cette méthode va me permettre de voir à quelle classe appartient ma variable. Donc allons-y. Oui, alors le message d'erreur, c'est parce que tout simplement, j'ai déclaré cette variable et je ne l'ai pas utilisée. Donc je vais la commenter. Voilà, comme ça, on n'aura plus ce petit souci. Donc on voit que j'ai un int. Alors oui, c'est bien. Il ne m'a pas mis un float ou un double. Il a bien évalué le type. Sauf qu'un int est codé sur 32 bits. Moi, si j'avais besoin uniquement d'une valeur comprise dans un byte, ben lui, il ne le sait pas. Automatiquement, il va vous mettre la valeur la plus haute, entre guillemets. C'est pas la plus haute, parce que la plus haute, c'est le long. Mais le long ne sera compatible que sur les systèmes en 64. Donc automatiquement, lui, il va vous mettre un int. Donc si vous avez besoin d'un byte ou d'un short, il va falloir le typer statiquement. Là par exemple, je mets up byte. Et donc ce coup-ci j'ai un byte. Donc voilà, l'inférence de type, c'est pas toujours bon. Si vous voulez vraiment optimiser votre programme, il va falloir typer statiquement. Parce que là, c'est vrai que il y a assez peu de différence, mais imaginez que ce soit un attribut de classe et qu'on ait à stocker comme ça des dizaines de milliers de variables, ben, ça va tout de suite chiffrer en termes de mémoire. Alors, si vous avez une variable comme ceci et que vous connaissez la valeur minimale et la valeur maximale que vous avez à stocker dans cette variable, vous pouvez utiliser ceci. Alors, byte max value. Donc ici, ça va nous renvoyer la valeur maximale que peut contenir un byte. Et de même, si vous faites ici min value, vous allez récupérer la valeur minimale. Bon, j'ai toujours ce message d'erreur qui est dû à ma variable qui n'est pas utilisée. Voilà, donc on sait maintenant que le byte, il sera compris entre moins 128 et plus 127.
Donc voilà, si vous avez, si vous connaissez vos valeurs maximales et minimales à mettre dans votre variable, vous pouvez utiliser ça pour savoir quel type utiliser pour votre variable. Donc voilà, donc on va revenir hop, sur les strings. Alors ici, je vais remettre ma variable. Voilà, donc une variable string. Allez hop, on va la typer pour la forme. Donc elle est déclarée entre guillemets. On peut faire du multiligne. Alors pour faire du multiligne, on va faire, voilà. Donc on met des triples guillemets. Et maintenant, si je vais à la ligne, hop, on voit bien, ah oui. Oui, parce qu'il prend en compte tous les décalages. Hein. Voilà. Donc là, on voit que je suis sur 2 lignes. Donc pas besoin de faire des plus ou différents print lines. Avec le triple guillemet, on peut faire de l'affichage en multiligne. Alors, un truc hyper pratique avec les strings dans Kotlin. Voilà. Imaginons que j'ai ici une variable var. Ah, on va l'appeler A, on s'en fout. Et ici, on va faire Word. Donc dans Kotlin, il y a l'interpolation de string. Alors l'interpolation de string, c'est-à-dire que dans un string, on peut injecter des variables. Donc ici, je voudrais injecter ma variable A qui a pour valeur Word. Eh bien c'est très simple, on met $A, donc $ suivi du nom de la variable, et là, hop, ça marche. Donc maintenant, si je veux appliquer une méthode à ma variable, tiens, mettons, voilà, et je veux mettre la première lettre en capitale. Donc, je vais vouloir appeler une méthode sur ma chaîne de caractères. Manque de bol, on voit que c'est considéré comme une chaîne de caractères. Donc si on veut appliquer un traitement sur la variable, on fait $accolade. Donc $accolade, voilà. Et ce coup-ci, on voit que j'ai accès à toutes les méthodes de mon objet. Donc ici, je vais utiliser capitalize. Et hop, on voit bien qu'il m'a mis le W en capital. Donc ça permet de faire des traitements très complexes. On peut, avec $accolade, injecter directement des expressions. Donc là, on pourrait avoir un traitement conditionnel, des opérations. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut injecter une fonction, enfin vraiment, on peut injecter avec cette méthode tout ce qu'on veut. Donc c'est très pratique et très souple. Ça permet une utilisation très souple des strings. Alors depuis le début, je fais comme si ça n'existait pas, mais on voit que var est surligné. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la variable est jamais modifiée et que donc on pourrait utiliser le mot-clé val. Donc jusqu'à présent, on a utilisé des variables. Donc si je veux réaffecter une autre valeur,
je peux. Voilà, donc hello, une autre valeur, pas de souci, je peux. Maintenant, si je n'ai pas besoin de changer ma variable, je vais utiliser le mot-clé val. Alors le mot-clé val définit en quelque sorte une constante. Alors c'est pas vraiment des constantes. Le mécanisme interne est un peu différent, mais ça fonctionne comme une constante. Et on va simplifier la chose en partant du principe que ça fonctionne comme une constante. C'est une variable immutable. Donc ici, si j'essaie maintenant de redéfinir ma variable avec avec une autre chaîne, voilà, on s'en fout, on voit bien que il nous met un message d'erreur comme quoi la variable ne peut être réassignée. Donc voilà. Alors bien sûr ici on peut aussi donc je vais enlever capitalize, donc je vais remettre directement, voilà, ça je vais l'enlever et ici je vais mettre un entier. Voilà. Donc automatiquement lui, si vous lui donnez autre chose qu'un type string, il va automatiquement le transformer en type string pour que ça puisse être affiché. Donc là, pas besoin de faire du casting, de faire par exemple, d'appeler une méthode, la méthode toString pour transformer ça en string. Ah, au passage, on voit que tout est objet. Donc on peut appeler des méthodes directement sur une valeur. Donc toujours pour rester dans les chiffres, si je mets un underscore, voilà. On voit qu'ici il n'apparaît plus. En fait, l'underscore est totalement zappé par le compilateur, mais du coup ça permet de lire quand on a, voilà, quand on a des chiffres comme ça. Honnêtement, c'est quand même plus facile à lire comme ça que comme ça. Donc on peut utiliser dans des chiffres les underscores de manière à apporter plus de lisibilité. Alors une grosse différence avec Java, c'est celle-ci. Donc je vais assigner la valeur de 10 à ma variable et maintenant je vais lui réassigner la valeur nulle. Donc voilà, alors il me met une erreur et il me met que nul ne peut être une valeur d'une variable non nulle. Donc en Java, dès qu'il y a un nul, c'est une exception. Alors en Kotlin, une variable peut être nulle, mais il faut lui déclarer qu'elle est nullable, entre guillemets. Donc on peut la rendre nulle. Alors pour ceci, il faut impérativement la typer. Donc ici, on va dire que c'est un int. Jusque-là, pas de souci. Et on va simplement lui rajouter un point d'interrogation. Et là, vous voyez que ça ne pose plus de problème du tout. Voilà. Et on voit bien qu'il affiche nul. Donc, si on sait qu'une valeur peut être nulle, si on ne veut pas tout faire planter, on peut tout simplement décréter que cette variable, donc de type int, peut avoir la valeur nulle. Pour ça, il faut impérativement que cette variable soit typée et on lui rajoute simplement le point d'interrogation
Et donc maintenant, elle est considérée comme nullable, entre guillemets. On peut donc lui assigner une valeur nulle. Donc ça, c'était pour les types nullables. Bien sûr, on peut faire, comme en Java, on peut faire du casting, c'est-à-dire on peut transformer un type en un autre, quand ils sont compatibles, bien sûr. Donc on a vu tout à l'heure la méthode toString, mais ça marche aussi, vous voyez, par exemple pour toShort. On peut le transformer en float. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et hop. Vous voyez que j'ai un float. Alors on aurait très bien pu faire, par exemple ici, garder mon int. Voilà, utiliser l'interpolation et faire toFloat. Voilà, donc ça marche aussi très bien. Hein. Alors une chose intéressante en Kotlin, voilà, c'est qu'on va déclarer une variable b qui sera, voilà, un float d'une valeur de 2,5. Et ici, je vais mettre A plus B. Non. Non. Je vais mettre C. Pour bien qu'on voit que c'est pas l'interpolation de string qui fait le boulot, égale A plus B. Donc là, je vais additionner un int et un float. Et donc, on va voir qu'est-ce que ça va me donner ici. Et bien, contrairement à Java, on n'a pas d'erreur. Lui, tout bêtement, il va faire le casting de 10 en float et il va les additionner. Lui, tout simplement, il va voir que bon, bah, les deux types ne sont pas les mêmes, mais par contre, on peut faire le casting de l'un vers l'autre pour les rendre compatibles. Et donc, il va faire automatiquement, il va caster le int en float et hop, il va nous faire l'opération sans nous générer d'erreur, sans nous embêter. Il va faire son travail tout seul dans son coin. Donc, par contre, voyons un petit peu ce qu'on va avoir ici. Voilà. Donc au final, on se retrouve avec un float, parce qu'on a additionné un int et un float. Maintenant, donc si je mets juste 2,5, que je ne précise pas que c'est un float, ni là, ni là, donc lui, automatiquement, il va me choisir la valeur la plus haute, le double. Donc, une nouvelle fois, si on laisse faire le compilateur, on peut avoir un type qui n'est pas approprié à nos opérations. Ici, un double est bien trop gros, alors qu'un float suffirait amplement. Donc, dans un souci d'optimisation, vous pouvez, pour un programme comme ça, là, il est clair que ça ne sert absolument à rien. Par contre, si vous avez, toujours pareil, si vous avez beaucoup de variables à manipuler, il sera peut-être bon d'optimiser en typant statiquement vos variables. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des variables. Moi, je vous laisse là-dessus et on se revoit pour le chapitre suivant qui va concerner les fonctions. À bientôt.